Bienvenue sur la chaîne Azami résumé. Tama était autrefois un chevalier qui a été tué par les démons, mais après sa mort, il a été réincarné dans le corps d'un behemoth de rang S capable de détruire des nations entières en un clin d'œil. Ou du moins, c'est ce que dit son écran de statut, mais en réalité, il ressemble juste à un chat. Tama est content d'avoir eu une seconde chance dans la vie, mais il est un peu en conflit sur le fait d'être devenu un monstre, car toute sa vie en tant qu'humain a été consacrée à tuer des monstres. Juste à ce moment-là, il remarque un Slim de rang E qui se rapproche lentement de lui, et il peut dire que cette chose va tenter de le manger. Alors il retourne sur son écran de statut pour choisir une compétence pour se défendre. Il débloque la capacité de lancer des pierres de sa bouche et l'utilise pour tuer le Slim, mais après avoir assuré sa sécurité, il réalise qu'il n'a pas mangé du tout depuis sa réincarnation, alors il décide d'essayer de manger le Slim. À sa grande surprise, le Slim a un goût vraiment délicieux, et en prime, il a la capacité d'absorber les compétences des monstres qu'il mange, ce qui lui permet de débloquer la capacité de stocker des objets. Après cela, Tama décide de traverser le reste du donjon pour voir ce qu'il peut manger d'autre, et puisqu'il est de rang S, aucun des autres monstres n'a vraiment de chance contre lui. Tama commence à tuer toutes sortes de minotaures, golems et serpents pour se nourrir d'eux, et jusqu'à présent, sa vie de chat ne s'est pas si mal passée, donc il pourrait s'habituer à vivre ainsi. En même temps, une elfe très bien dotée vient juste d'arriver à l'entrée du donjon pour commencer sa journée d'aventure. De retour avec Tama, il explore toujours sa nouvelle maison lorsqu'il tombe sur un coffre au milieu de la pièce. Il est très excité car c'est la première fois qu'il voit un coffre au trésor en personne, alors il se précipite pour l'ouvrir et trouve un énorme joyau à l'intérieur. Malheureusement, le coffre au trésor s'avère être un piège, mais au lieu d'être un mimique, il le téléporte dans une salle de boss cachée. Tama se retrouve maintenant sur le dos d'un dragon de terre, et contrairement aux autres monstres, celui-ci est aussi de rang S, donc il ne pourra pas le tuer d'un seul coup comme les autres. Le dragon de terre se moque de Tama pour avoir osé poser le pied dans son antre et dit qu'il va le tuer, mais Tama est littéralement né il y a 1 heure, donc il ne va pas se laisser mourir si facilement. Il tente d'utiliser son attaque de pierre, mais puisque c'est un dragon de terre, l'attaque rebondit littéralement sur son dos et frappe le plafond, créant un petit trou. Le dragon tente de le trancher, alors Tama utilise sa compétence de corps de fer pour essayer de se défendre, et bien qu'il parvienne à survivre, une coupure le blesse gravement. Le dragon est impressionné par le fait que Tama soit encore en vie après avoir encaissé l'un de ses coups, mais il est encore trop faible pour la vaincre, et il s'élance vers l'avant pour essayer de l'achever. Cependant, à la dernière seconde, Tama réussit à activer une compétence de vol et à arracher l'œil du dragon avec sa queue avant de s'envoler par le trou dans le plafond. Tama perd beaucoup de sang à cause de ses blessures, il essaie donc de sortir du donjon pour trouver un endroit sûr où se reposer avant de s'évanouir. Il se trouve juste à côté de la sortie, mais il finit par succomber à la perte de sang et s'effondre sur le sol. À ce moment-là, il aperçoit quelque chose qui s'approche du coin, et comme il ne peut plus bouger, cette chose sera certainement capable de le tuer une fois qu'il sera repéré. Heureusement pour lui, c'est la fille elfe qui est arrivée au coin de la rue, et dès qu'elle a vu le corps presque sans vie du chat, elle s'est précipitée pour l'aider. Tama se réveille quelques heures plus tard et se retrouve allongé dans son lit, ses blessures pansées. Il est confus et se demande où il peut bien être, mais c'est alors que la fille elfe arrive avec un bol de lait pour lui. Il se souvient de l'avoir vue juste avant de s'évanouir, et il est stupéfait par sa beauté, ainsi que par la force qu'elle doit posséder pour se promener avec ses énormes épées. Elle est soulagée de voir que Tama est réveillée, car ses blessures étaient assez graves, et en toute honnêteté, elle n'a aucune idée de comment un petit chaton comme Tama a pu se retrouver au milieu du donjon comme ça. Tama se rend compte que la fille pense qu'il n'est qu'un chat ordinaire plutôt qu'un monstre, et c'est pourquoi elle s'occupe de lui de cette façon. Il ne peut pas parler, donc il ne peut pas vraiment lui dire qu'il est vraiment un behemoth, mais même s'il le pouvait, pourquoi voudrait-il le faire alors qu'il peut dormir sur sa poitrine la nuit? Au cours des semaines suivantes, l'elfe continue de s'occuper de Tama jusqu'à ce qu'il soit complètement remis de ses blessures. Un jour, Arya part comme d'habitude, et pendant son absence, Tama se rend compte à quel point il est reconnaissant de ce qu'elle a fait pour lui. Non seulement elle l'a soigné, mais elle lui a aussi donné à manger et l'a laissé dormir dans son lit. Pour la remercier de sa gentillesse, Tama jure que, quoi qu'il arrive, il s'assurera de protéger cette fille au péril de sa vie. Pour assurer sa sécurité, Tama décide de suivre Arya dans le donjon afin de garder un œil sur elle et se faufile sur le bateau avant qu'il ne parte. Une fois arrivé au donjon,
il commence à suivre Arya en restant caché, et il est un peu inquiet qu'elle se mette dans une situation bizarre, comme perdre ses vêtements à cause d'un slim ou autre, alors il se prépare à intervenir au premier signe d'ennui. Cependant, alors qu'Arya tombe sur un groupe de gobelins, elle active sa compétence d'accélération et abat les gobelins sans trop d'efforts. Elle se penche ensuite pour ramasser les oreilles des gobelins afin de pouvoir réclamer la récompense plus tard, et après avoir vu sa démonstration, Tama est vraiment impressionné. Il s'y connaît en combat à l'épée depuis qu'il a été chevalier, et il sait donc à quel point la vitesse d'Arya est impressionnante. Au moment où Arya finit de ranger ses oreilles de gobelin, elle remarque qu'un autre gobelin la regarde de derrière un coin, alors elle se remet en position de combat. Elle a déjà tué suffisamment de gobelins pour atteindre son quota pour aujourd'hui, mais si ce gobelin insiste pour l'attaquer, elle devra l'abattre également. Cependant, elle n'a pas réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un gobelin ordinaire, mais d'un mage gobelin qui lui a lancé une énorme boule de feu, et Arya n'était pas préparée à y faire face. Tama ne veut pas qu'elle soit blessée, mais il ne peut pas utiliser ses compétences surpuissantes sans révéler qu'il est un monstre, alors il pousse Arya hors du chemin et taillade le mage gobelin avec ses pattes de chat, ce qui le fait trébucher en arrière et tomber dans les escaliers du donjon jusqu'à sa mort. Arya ne comprend pas pourquoi ni comment Tama est arrivée jusqu'ici, mais elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvé. Sur le chemin du retour, elle le laisse s'allonger sur son triple dé pendant qu'elle lui chatouille le ventre, et Tama adore ça. Une fois de retour en ville, Arya se rend à la guilde des aventuriers pour soumettre ses oreilles de gobelin, mais en se rendant à la réception, elle est arrêtée par Lord Cassemin. Elle l'a déjà rencontré auparavant, mais elle essayait de l'éviter car il n'arrêtait pas d'essayer de la convaincre de se joindre à son groupe. Arya essaie de refuser poliment, car elle sait déjà à quel point Cassemin peut être une ordure, mais il refuse d'accepter un refus et tente d'attraper une double joue pour le plaisir. Cependant, avant qu'il ne puisse s'emparer de ses joues, Tama mord la main de Cassemin et s'y accroche fermement pour lui donner une leçon. Cassemin hurle de douleur et s'agite dans tous les sens jusqu'à ce qu'il finisse par enlever la main de Tama, mais ce dernier atterrit sur son visage et commence à le griffer avant de retourner sur la poitrine d'Arya. Cassemin est furieux et s'apprête à dégainer son épée pour attaquer Tama, mais d'avant qu'il ne puisse donner un coup, son épée est saisie par le maître de guilde Anna, également connu sous le nom d'Arnold Olswenige. Aucun lien de parenté. Il rappelle à Cassemin que les règles de la guilde interdisent de brandir des armes, surtout si c'est pour une raison aussi pathétique qu'une dispute avec un chat, et qu'il y aura donc de graves conséquences pour lui s'il continue. Cassemin ne veut pas se frotter à Arnold, alors il s'enfuit immédiatement par la porte et Arya commence à le remercier de l'avoir aidé. Il lui dit que ce n'est pas grave et félicite Tama d'avoir défendu Arya quand il a mordu la main de Cassemin. Arya se rend ensuite à la réception et Arnold documente toutes les pièces du monstre pour achever officiellement la quête d'Arya. Ensuite, Arya s'assoit à l'une des tables pour passer un peu de temps avec Tama. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, mais Arya commence à donner des signes bizarres, car en chatouillant l'estomac de Tama, son doigt commence à descendre vers ses couilles et elle a l'air un peu trop excitée à l'idée de chatouiller les couilles de son chat. Un peu plus tard, Arya s'apprête à prendre un bain et prévoit d'emmener Tama avec elle, mais Tama a son honneur d'ancien chevalier à défendre, alors il refuse de faire quelque chose d'aussi indécent que d'entrer dans le bain des femmes. Tama se retrouve tout de même dans le bain avec Arya, et c'est là qu'Arya commence à parler de son désir de devenir plus forte. Il y a des années, son village a failli être détruit par des démons, mais la sainte de l'épée, Alisha, est apparue et les a tous tués, sauvant ainsi le village. Depuis, Arya essaie de devenir aussi forte qu'elle. Le lendemain, Arya se rend à nouveau à la guilde avec Tama et Tama peut voir qu'elle est appréciée par tous les habitants de la ville car ils sont tous très gentils avec elle. Elle arrive à la guilde et salue Arnold à la réception, mais Arnold lui dit que ce n'est pas un bon jour pour être ici et qu'elle devrait partir rapidement. Malheureusement, avant qu'Arya ne puisse suivre le conseil d'Arnold, Cassemin arrive et annonce fièrement qu'après avoir été blessé par le chat d'Arya, il est allé en parler au baron, et qu'il a reçu un ordre spécial stipulant que le chat d'Arya doit être abattu. Arya n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, car même si elle n'a pas Tama depuis longtemps, il lui est extrêmement précieux et elle ne peut pas le laisser se faire tuer. Elle tombe à genoux et supplie Cassemin d'avoir pitié. Cassemin compte bien profiter du désespoir d'Arya et lui propose de se battre en duel. Si Arya gagne, Cassemin laissera Tama en vie, mais si Cassemin gagne, il fera d'Arya sa femme. Ce n'est pas du tout un marché équitable, d'autant plus que Cassemin est d'un rang supérieur à celui d'Arya, mais Arya n'a pas le choix si elle veut que Tama vive, et elle est donc forcée d'accepter les termes du duel. Il lui donne alors un coup de pied sur le côté,
et après qu'elle se soit arrêtée, il complimente Arya sur sa vitesse, mais cela ne suffira pas pour qu'elle le batte. Arya tente de changer de tactique et lui lance plusieurs dagues, mais Kazma a une cape à l'épreuve des couteaux et peut donc facilement les bloquer. Il charge alors Arya et commence à lui mettre la pression en la frappant à plusieurs reprises avec son épée, jusqu'à ce qu'il finisse par la désarmer. Maintenant, tout espoir est perdu pour Arya, puisqu'elle ne peut plus se défendre. Tama est en plein conflit, car s'il ne fait rien, Arya sera forcée d'épouser Kazma, mais s'il utilise ses compétences, les gens se rendront compte qu'il est un monstre. Kazma est sur le point de porter le coup final pour forcer Arya à se rendre, mais d'avant qu'il ne puisse le faire, Tama prend la décision de défendre Arya à tout prix, il saute donc devant la lame et utilise sa compétence corps de fer pour la briser. Après quoi il utilise une compétence hurlement pour envoyer Kazma voler dans les arbres à proximité. Par coïncidence, l'épée de Kazma vole dans la même direction mais vise ses couilles, il va donc passer un sale quart d'heure. Après ce qui vient de se passer, tout le monde dans la foule commence à murmurer entre eux, car ils savent qu'ils viennent de voir le chat utiliser des compétences. Tama savait que cela arriverait, et maintenant que tout le monde l'a vu utiliser des compétences, ils ne tarderont pas à découvrir qu'il est un monstre, et il sera certainement tué. Mais même ainsi, il est satisfait de ce résultat, car il a au moins réussi à défendre Arya. Arya et Arnold s'approchent de Tama, et comme ils l'ont vu utiliser des compétences, ils commencent à parler de ce qu'il pourrait être, mais au lieu d'arriver à la conclusion que c'est un monstre, ils croient fermement qu'il doit être un chat élémentaire. Quoi qu'il en soit, Arnold déclare Arya gagnante, et les choses reviennent à la normale, de sorte que Tama peut continuer sa vie de chat surpuissant avec le lit le plus confortable du monde. C'est la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le lendemain matin, Arya tente de câliner Tama hors du lit, mais le chaton enjoué décide de lui mordiller l'oreille d'une manière qui la fait rougir de façon incontrôlable. En tant qu'ancien honorable chevalier, Kema décide rapidement d'arrêter avant que les choses ne deviennent encore plus gênantes, et il saute du lit pour s'éloigner. Cependant, Arya continue de l'appeler, son ton rempli de désir, rendant la situation encore plus étrange pour Tama. Plus tard, Arya emmène Tama à la forge pour rendre visite à son ami Vulcain. Dès leur arrivée, l'attention de Vulcain est immédiatement attirée par Tama, incapable de détacher son regard de l'adorable chaton. Arya parle de Tama et lui raconte des histoires, tandis que Vulcain demande avec impatience à le prendre dans ses bras. Tama semble ravi lorsque Vulcain le soulève, admirant sa beauté. Cependant, Arya se concentre rapidement sur la raison de leur visite. Elle a besoin de Vulcain pour fabriquer une armure pour Tama. Vulcain est ravi de l'idée, excité à l'idée de travailler sur quelque chose d'aussi unique et charmant, et commence immédiatement à prendre les mesures de Tama, promettant à Arya qu'elle créera l'armure parfaite pour lui. Alors que Vulcain se met au travail, Arya se penche pour chuchoter à Tama, lui demandant s'il est prêt pour une aventure. Tama accepte sans hésiter, sa queue s'agitant avec impatience. Pendant qu'Arya et Tama préparent leur plan, Vulcain se concentre sur la fabrication de l'armure, comme s'il s'agissait de la mission de sa vie. En un peu moins de 10 minutes, Vulcain présente fièrement l'armure achevée, qui s'avère être un chef-d'œuvre. Tama a l'air fringant et l'armure lui va à merveille. Cependant, Vulcain admet qu'elle a encore du mal à résoudre un autre problème, celui de l'épée d'Arya. Bien qu'elle l'ait reforgée plus d'une centaine de fois, elle n'a pas réussi à la rendre plus légère, ce qui empêche Arya de la manier efficacement pendant ses quêtes. Après réflexion, Vulcain propose de former un groupe temporaire. Ainsi, elle pourra observer Arya en action, voir comment elle manie l'épée pour mieux comprendre le problème et trouver une solution. Ce jour-là, l'équipe plonge dans le donjon, où Vulcain fait rapidement la démonstration de sa force, écrasant les affreux gobelins qu'il rencontre. Arya observe la scène avec une grande excitation, s'émerveillant de l'audace et de la puissance de Vulcain, tandis que Tama pense que Vulcain est à la fois intrépide et incroyablement doué. Ses compétences sont confirmées lorsqu'elle bloque une attaque de boule de feu de l'un des monstres, en utilisant une capacité dérivée de ses talents de forgeron. Vulcain explique que son pouvoir lui permet d'envelopper son armure de différents éléments, ce qui la rend polyvalente au combat. Une fois le chemin dégagé, Vulcain s'écarte, encourageant Arya à prendre le relais avec son épée. Leur prochain défi s'avère être un ORC laid et surdimensionné. L'apparence grotesque de la créature est à la fois dégoûtante et intimidante, mais Arya attaque quand même. Utilisant sa compétence d'accélération, elle tente de porter un coup, mais l'ORC bloque habilement ses avancées.
Tama intervient alors, s'élevant dans les airs et activant sa technique de corps de fer pour protéger Arya d'un coup entrant, distrayant l'ORC juste assez longtemps. Saisissant l'occasion, Arya frappe et élimine la bête en une seule attaque décisive. Vulcain observe attentivement les mouvements d'Arya et remarque que son épée longue la gêne dans le combat, rendant ses coups moins efficaces. Insatisfaite de sa performance, Arya se tourne vers Vulcain et lui demande un défi encore plus difficile, déterminée à repousser ses limites et à devenir plus forte. Impressionné par sa détermination, Vulcain l'encourage à passer à l'étage suivant, lui promettant des défis encore plus grands. En descendant plus bas, l'équipe rencontre une nuée de repers visqueux et pervers au lieu de bêtes massives. Tama s'inquiète immédiatement, craignant que ces créatures visqueuses n'attrapent sa maîtresse sous tous les angles avec leurs vrilles. Vulcain avertit alors Arya de se déplacer intelligemment et d'éviter à tout prix leurs griffes gluantes. Arya accélère donc le pas, mais la vitesse des rôdeurs fait d'eux des adversaires coriaces. Ses coups ne touchent pas leur corps et l'un d'eux brise sa lourde épée, la laissant sans défense. Mais alors qu'elle est sur le point d'être prise au piège, Vulcain lance un couteau dans sa direction. Arya l'attrape en plein vol et l'enfonce rapidement dans le cœur du rôdeur, le tuant d'un geste précis. Avec une détermination renouvelée, elle pivote pour s'attaquer au prochain Slim. Vulcain observe le style de combat d'Arya et conclut rapidement que la véritable force d'Arya réside dans le maniement d'armes plus courtes et plus légères que sa lourde épée longue. En un rien de temps, Arya tranche les parties du corps du monstre à une vitesse inégalée, laissant Vulcain complètement abasourdi. Elle a toujours su qu'Arya était douée, mais elle ne s'attendait pas à une telle rapidité et à une telle efficacité pour abattre le deuxième monstre. Alors qu'il pense que le combat est terminé, le monstre éclabousse Arya de sa substance visqueuse, l'enduisant de la tête aux pieds tout en repoussant ses membres. Dégoûtée et furieuse, Arya grimace, déclarant que seule Tama a la permission de faire une chose pareille. Forte de son indignation, elle anéantit la créature d'un seul coup dévastateur. Mais cette fois, elle la découpe en tant de morceaux qu'elle n'a aucune chance de se régénérer. Vulcain et Tama se précipitent pour la féliciter de son incroyable démonstration d'habileté, mais alors que Vulcain s'approche pour la féliciter, Tama, en petit chaton effronté qu'il est, s'arrête à mi-chemin pour voler un peu de jus du monstre mort afin d'absorber son habileté pour son propre usage. Pendant ce temps, Eri, toujours en colère, se défoule sur les restes du repère qui a osé l'éclabousser de sa vilaine substance. Elle transperce sans relâche son corps déjà mutilé, marmonnant des pensées vengeresses, tandis que Tama l'observe en silence, se demandant si elle n'a pas un peu exagéré. Après le massacre, Eri s'ouvre à Vulcain et lui raconte ce qui l'a poussé à manier l'épée longue. Elle se souvient de la rencontre avec le sabreur qui l'a poussé à prendre l'arme. Elle se souvient d'avoir rencontré le coureur d'épée durant son enfance, un personnage qui est devenu son idole. Bien que l'épée longue ne convienne pas à son style de combat naturel, Eri a consacré des années à la maîtriser afin d'imiter son héroïne. Cependant, ayant récemment réalisé que les dagues complétaient bien mieux ses compétences, elle a décidé d'embrasser cette nouvelle force. Tama l'écoute attentivement et lui offre son soutien, la rassurant sur le fait que ce changement ne fera que la rendre plus forte. Voyant la progression d'Eri, Vulcain propose de se rendre à un étage plus profond du donjon, confiant dans la capacité d'Eri à relever les défis avec ses dagues. Avant d'aller plus loin, ils font une pause près d'une pierre philosophale, un artefact rare qui repousse les monstres à proximité. Alors qu'il se repose, Eri contemple la pierre, ce qui déclenche une vague de souvenirs douloureux de son enfance, lorsque sa maison a été attaquée par des démons. Perdue dans ses pensées, elle remarque à peine le regard inquiet de Vulcain, mais lorsque ce dernier lui demande gentiment si quelque chose ne va pas, Eri le balaie du revers de la main, changeant rapidement de sujet et orientant la conversation ailleurs. Pendant que le groupe fait une pause, Ama barbote dans une piscine, insouciant et s'amusant. Voyant qu'il s'amuse autant, Eri décide de se joindre à lui, retirant son armure de complot et donnant à Tama une vue claire de ce qu'il y a en dessous. Vulcain ne tarde pas à la rejoindre, et tous trois prennent un bain rafraîchissant. Mais pendant que Tama nage, ils s'efforcent de se concentrer sur autre chose que sur les documents classifiés qu'ils ont exposés. Pendant leur temps libre, Eria demande à Vulcain de lui parler de son groupe de donjons habituel, abordant sans le vouloir un sujet sensible. Vulcain avoue que son groupe s'est dissous après que 2 de ses membres sont tombés amoureux et que la femme est tombée enceinte, si bien que le couple a décidé de s'installer, laissant derrière lui sa vie d'aventurier. La conversation prend une tournure étrange lorsque Vulcain mentionne que les chats élémentaires comme Tama peuvent se croiser et qu'elle songe à ce qui pourrait arriver si Tama grandissait et entrait dans une sérieuse période de chaleur.
Eria trouve étonnamment l'idée excitante et encourage avec enthousiasme Tama à grandir plus vite pour qu'elle puisse avoir ses adorables bébés miaou miaou. Tama se dit alors silencieusement, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Alors que la pause se termine, le groupe se rend à l'étage suivant du donjon, où il rencontre un féroce minotaure. Et contrairement aux gobelins et aux ropers de tout à l'heure, cette créature est un adversaire redoutable. Eria s'approche prudemment, accélère vers la bête et exécute sa technique de taillade en tourbillon. Cependant, son attaque ne fait qu'effleurer l'épaisse peau du minotaure, la laissant ébranler. Vulcain intervient alors, encourageant Eria et l'aidant à retrouver son calme. Motivé par le soutien de Vulcain, Eria se recentre et lance une série de coups plus rapides et plus agressifs. Le minotaure, submergé par sa vitesse, commence à balancer son arme massive sauvagement. L'un d'eux frappe le plafond, faisant tomber des débris dangereusement près de Vulcain. Tama, rapidement sur pied, utilise sa compétence de hurlement d'éther pour dévier les rochers qui tombent, sauvant Vulcain juste à temps. Inspiré par la bravoure de Tama, Eria voit une ouverture et assène un coup puissant directement dans la poitrine du minotaure, mettant la bête à terre pour de bon. Alors que Tama applaudit la victoire durement gagnée d'Eria, Vulcain reste bouche bée, émerveillé par la force et le courage du petit chat. De retour à la guilde des aventuriers, Eria, Vulcain et Tama remettent le butin qu'ils ont récolté lors de leur raid dans le donjon. Ils s'approchent ensuite d'Arnold, qui examine les profondes entailles sur les restes du minotaure et demande qui a réussi à infliger de tels dégâts. Avec un sourire fier, Vulcain révèle que les coupures sont le résultat des nouvelles compétences d'Arya. Arnold se souvient qu'Arya était beaucoup plus faible lorsqu'elle est arrivée en ville et la félicite pour sa croissance et son travail acharné. Flatté par les éloges, Arya remercie Arnold, avec un sentiment d'accomplissement. Avec ses gains en main, le trio se rend dans un restaurant local pour fêter leur aventure réussie. Au restaurant, Vulcain ne tarde pas à se resservir, impressionnant Tama, qui ne peut s'empêcher de se demander si elle est une buveuse chevronnée. Arya profite de l'occasion pour exprimer sa gratitude à Vulcain pour son soutien pendant le raid, en admettant qu'elle s'est beaucoup amusée à travailler ensemble. Vulcain partage les mêmes sentiments et montre une herbe médicinale rare qu'elle a ramassée dans le donjon en guise de souvenir. Leur conversation animée rend Tama nostalgique, lui rappelant son ancienne vie d'aventurier, lorsqu'il avait des camarades avec qui partager de tels moments. Pourtant, Tama reconnaît que sa vie actuelle n'est pas si mal. Après tout, être l'animal de compagnie choyé d'une magnifique elfe est un rêve que peu de gens refuseraient. Alors que leur lien se renforce, Vulcain propose de former une fête officielle. Arya, prise au dépourvu, est flattée mais trop timide pour répondre. Sentant son hésitation, Tama lui mord doucement la main et la place sur celle de Vulcain, scellant ainsi l'accord en son nom. Le groupe se met à applaudir, célébrant leur nouveau partenariat. Sous l'effet de la camaraderie, ils décident de commander d'autres boissons et de faire de cette soirée un souvenir inoubliable. Plus tard dans la nuit, Tama se retrouve coincé entre Arya et l'armure de Vulcain. L'opéra enneigé ne l'aide pas à dormir, surtout lorsqu'il entend Eria murmurer dans son sommeil qu'elle espère que Tama ne sera pas trop brutal. Suspicieux et légèrement troublé, il parvient à garder son calme. Ayant besoin d'une distraction, Tama vérifie ses statistiques et est surpris de constater qu'il est éligible à l'évolution. Cependant, l'évolution pourrait le transformer en un énorme mastodonte, ce qui pourrait mettre fin à sa vie actuelle avec Eria et Vulcain. Choisissant la loyauté plutôt que le pouvoir, Tama décide de rester leur animal de compagnie chéri et fiable. Le lendemain matin, alors qu'ils se promènent en ville, Eria et Tama rencontrent deux voyous qui harcèlent une jeune fille en l'accusant d'être une voleuse à la tire. Eria intervient immédiatement, et lorsque les voyous remarquent son chat élémentaire, ils la repèrent pour éviter le conflit. Eria réconforte alors la jeune fille, apprenant qu'elle est orpheline, et l'emmène dans une église locale, où des religieuses s'occupent d'autres enfants. En écoutant la conversation sincère d'Eria avec les religieuses, Tama est rempli d'admiration pour la bonté de son maître et se promet de la soutenir encore plus qu'avant. Ce soir-là, Arnold convoque Eria à la guilde des aventuriers pour la féliciter d'avoir été promue au rang C. Il lui remet une nouvelle arme rutilante. Il lui remet un nouveau pendentif de rang étincelant en reconnaissance de son travail acharné, mais leur célébration est interrompue par une agitation au tableau des quêtes. Arnold explique alors que des personnes ont disparu à Linerne, une ville voisine, et qu'on murmure que des démons en sont responsables. En entendant cela, la détermination d'Eria se renforce.
Poussée par sa rancune envers les démons, elle demande avec impatience plus d'informations et déclare son intention d'accepter la quête d'urgence sans hésitation. Après avoir entendu les détails de l'affaire, Arya pressa Arnold de lui donner tous les détails qu'elle connaissait sur l'affaire. Vulcain se sentit mal à l'aise devant l'empressement de l'elfe à prendre les devants, doutant que cela soit dans ses cordes. Pourtant, Arya, inébranlable, était déterminée à agir avant que d'autres personnes ne soient victimes. Impressionné par sa détermination, Vulcain proposa son aide et Arnold fit remarquer que dans ces circonstances, une compagnie de mercenaires pourrait bientôt les recruter. C'est alors qu'un jeune homme en tunique entra dans la guilde. Il se présenta sous le nom de Cédric, et les aventuriers reconnurent immédiatement qu'il s'agissait du fils aîné du duc, réputé pour son habileté à gérer les labyrinthes. Cédric salua chaleureusement Vulcain et lui assura, ainsi qu'à Arya, qu'ils combattraient bientôt côte à côte. Tama se souvint alors de Cédric lors de la guerre appelée Ragnarok, où l'humanité s'est battue contre les démons. Malgré des pertes dévastatrices, la victoire a été obtenue grâce à un garçon prodigieux, le Grand Mage, qui les a menés au triomphe et a acquis le statut de héros légendaire. Au milieu de l'excitation, Arya s'inquiète du fait que leur groupe est trop petit pour faire face à des menaces aussi immenses. Arnold, séduit par le charme de Cédric, la rassure, affirmant que Cédric peut étonner n'importe qui. Alors qu'Arya s'accrochait affectueusement à lui, Arnold lui rappela qu'elle devait garder ce genre de démonstration privée. Arya demanda curieusement s'ils étaient en couple et Vulcain le confirma, laissant Tama perplexe. Restant silencieux jusqu'à leur retour à la maison, Tama remarqua le malaise de son maître. Le chat Tama lécha le visage de l'elfe pour la réconforter et elle lui rendit son baiser. Surpris par cet échange, Tama se concentra à nouveau sur le groupe qui se préparait à partir. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent de nouveaux alliés. Dany aux cheveux d'argent, le monstre humanoïde Howard, la rousse Kinny et Marietta. Arya a présenté Tama, qui a rapidement conquis tout le monde par son irrésistible gentillesse. Marietta le porte même à tour de rôle. Cependant, leur paisible promenade s'est brusquement arrêtée lorsqu'une bande d'or a bloqué la route. Cédric a construit Dany pour faire face à la menace, et l'épéiste a vaincu les ors sans effort visible. Vulcain, intrigué, s'enquiert des capacités de Dany, et Kinny confirme qu'il n'a utilisé aucune compétence. Arya commence à comprendre l'incroyable force des héros du Ragnarok, tandis que Tama s'émerveille de la puissance brute de Dany, attendant avec impatience de pouvoir se battre à ses côtés. Lorsque la nuit a recouvert le ciel, ils ont atteint le village de Léonard, où des habitants reconnaissants ont accueilli Cédric et son groupe. Un villageois a révélé que de nombreux habitants avaient mystérieusement disparu, qu'une équipe de recherche s'était perdue dans les ruines et qu'une autre fille avait été enlevée par le chevalier précédent. Cette révélation a ravivé les douloureux souvenirs de l'invasion de la patrie d'Arya. Le chef du village a alors expliqué que les chevaliers de Cédric représentaient le dernier espoir. Voyant que les guerriers étaient épuisés par leur voyage, les villageois s'empressèrent de préparer un repas copieux pour les rassasier. Plus tard, alors qu'ils s'installent dans leur logement, Arya se montre curieuse et demande pourquoi chacun de ses compagnons a choisi de devenir chevalier. Dany expliqua que la pauvreté de sa famille l'avait contraint à s'engager pour rembourser des dettes, et Howard raconta une histoire similaire. Kinny avait besoin d'argent pour acheter des médicaments pour sa sœur, et Marietta cherchait à libérer son père, qui était réduit en esclavage. Ces histoires sincères lui ont permis de ne pas remarquer la tristesse qui se cachait derrière leur motivation, et même Arya a regretté d'avoir soulevé la question. Pourtant, les chevaliers n'avaient pas honte de leur choix, car ils avaient payé leur dû et traçaient désormais leur propre chemin. Cédric, quant à lui, révéla une raison tout à fait différente. Il ne s'intéresse ni à l'amour ni aux obligations familiales. En tant que fils du duc, il avait rejoint l'ordre parce qu'il n'avait pas de but plus important et qu'il avait découvert la joie de tuer des monstres. Sa franchise ne plaisait pas à tout le monde, mais personne ne contestait son point de vue. Après le dîner, il est temps de se baigner. Pendant que les filles se détendaient, les garçons, animés par l'espièglerie de leur jeunesse, essayèrent de jeter un coup d'œil furtif. Tama et Vert Alert les prit sur le fait, et d'un coup de tonnerre, renvoya Dany et Howard dans leur quartier. Cédric observa leur retraite précipitée avec un léger amusement, s'interrogeant sur leur excitation pour le voyage, bien qu'ils ne puissent pas vraiment la comprendre. Rafraîchis, les membres du groupe s'aventurèrent plus profondément dans l'inquiétant labyrinthe de Lenard, sans se douter qu'une sinistre créature épiait chacun de leurs mouvements. Pour ce prédateur tapi, les aventuriers n'étaient rien d'autre que des proies, qu'il observait en silence, se préparant à prendre des forces et à mettre son plan mortel à exécution.
Howard le tank s'est alors avancé, levant son énorme bouclier et narguant les loups pour attirer leur attention, créant ainsi un espace pour que les autres puissent frapper. Cédric montra alors avec précision son incomparable maniement de l'épée, tandis qu'Aria s'élançait dans la mêlée, bien décidé à ne pas être en reste. Tama, observant les loups-garous en armure, envisagea de pousser un puissant rugissement, mais opta plutôt pour une attaque à base d'eau. Puis, avec une grande précision, il transperça un loup-garou et en abattit rapidement 2 autres, laissant son groupe stupéfait. Le monstre caché, qui observait dans l'ombre, était choqué par la rapidité avec laquelle ces loups étaient vaincus, en particulier par Tama, qui semblait disposer d'un pouvoir élémentaire. Malgré leur force, le monstre savait qu'il ne pouvait pas permettre à ses intrus d'avancer. Il se prépara à l'escalade, soit en déployant plus d'armes, soit en intervenant de façon impersonnelle. De retour auprès des héros, tout le monde fut impressionné par les capacités du chat élémentaire. Aria, complètement captivée, exprima ouvertement son admiration, suggérant même que la force de Tama ne la dérangerait pas. Bien qu'il ait trouvé ces paroles étranges, Tama résista à ses instincts animaux, se rappelant qu'Aria était toujours son maître. Ils arrivèrent bientôt dans une salle où régnait une atmosphère oppressante et écrasante. Cédric leva la main, arrêtant le groupe. C'est alors que surgit de l'ombre Beryl Astaroth, le maître du labyrinthe. Il déclara que leur voyage s'achèverait ici, se révélant être un démon survivant cherchant à venger ses congénères tombés au combat. Danny a immédiatement accusé Beryl d'avoir pris le village de Léonard pour cible de sa vengeance, mais le démon a rejeté l'accusation, affirmant que Léonard n'était que le début d'un plan bien plus vaste. Puis, avec un sourire sinistre, il a convoqué un groupe de trolls pour attaquer. Conscient de leur puissance, Cédric ordonne à l'équipe de se séparer, mais Beryl l'anticipe et crée un mur protecteur qui sépare Tama des autres. Un troll charge alors Tama, qui riposte en lui arrachant le bras. Cependant, à son grand désarroi, le Lin s'est régénéré presque instantanément. Pendant ce temps, l'équipe de Cédric est encerclée et le groupe sait que sa seule chance est de compter sur Cédric pour s'échapper. Cédric dégaine donc sa lame, qui se met à pulser de magie noire. En riant méchamment, il fonça sur 2 trolls, les tranchant si profondément qu'ils ne purent se régénérer, les éliminant complètement du champ de bataille. Les yeux de Beryl s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut la magie interdite que Cédric maniait, une capacité utilisée uniquement par le grand mage pendant la guerre de Ragnarok. Cédric sourit alors d'un air amusé, car cela allait être très amusant pour lui. Nous voyons ensuite Tama tenter une attaque de guerre des pierres, mais les trolls bronchent à peine et leurs blessures guérissent instantanément. Conscient du danger, Tama bat en retraite, l'esprit agité, se demandant s'il doit évoluer vers sa forme la plus puissante. Mais évoluer signifierait rompre son lien avec Aeria, un sacrifice qu'il n'est pas prêt à faire. Résolu à rester le fidèle compagnon d'Aeria, Tama déclenche le rugissement de flamme, brûlant les trolls pour que leurs blessures ne guérissent pas. Sa tactique audacieuse fonctionne et les trolls s'effondrent. Furieux de cet assaut incessant, Beryl se prépare à la prochaine menace. Vulcain charge, balançant son énorme marteau, mais Beryl esquive et part habilement le coup de couteau suivant d'Aria avec sa dague. Beryl sourit et se moque des mouvements lents du marteau, mais il est pris au dépourvu lorsque Vulcain soulève un nuage de poussière qui l'aveugle. Saisissant l'occasion, Aria s'élance vers l'avant et enfonce sa lame dans la poitrine de Beryl. Il considère d'abord la blessure comme insignifiante, mais la dague enchantée de l'elfe irradie de lumière, amplifiant les dégâts et le forçant à s'agenouiller. Grommelant de douleur, Beryl riposte avec sa dague, infligeant une blessure vicieuse à Aria. Bien plus qu'une simple coupure. Le groupe se précipite à ses côtés, la panique s'empare de Tama qui craint que l'arme ne soit empoisonnée. Nous constatons alors que Beryl est toujours en vie et affiche un sourire sombre, tout en déclarant que l'humanité s'effondrera lorsque le vrai pouvoir reviendra. Sur ces mots inquiétants, son corps commence à se pétrifier, se transformant en pierre avant de tomber en poussière. Pendant ce temps, le poison se répand rapidement dans le bras d'Aria. Cédric l'examine et l'identifie sinistrement comme du venin de dragon, une toxine mortelle. Howard presse la blessure contre son bouclier enchanté pour tenter de ralentir sa progression, et le groupe se précipite vers le village de Léonard. Le médecin du village confirme leur pire crainte. Le poison du dragon est mortel en 1 jour et demi, et personne n'a jamais survécu sans l'œil d'un dragon de terre. Désireuse de sauver Aria, l'équipe envisage de chasser la bête, mais Cédric s'y oppose avec véhémence, arguant qu'il n'y a pas assez de temps. Alors que la douleur d'Aria s'intensifie, Tama, submergée par la culpabilité et le désespoir, s'envole par la fenêtre.
Les souvenirs d'Aria qui lui a sauvé la vie l'envahissent et il se jure de lui rendre l'appareil, même si cela lui coûte tout. Il se précipite vers les ruines où il a été réincarné en chat élémentaire, prêt à affronter le dragon de terre, la même créature qu'il a combattue une fois auparavant et à laquelle il a à peine survécu. Le dragon, surpris de voir Tama revenir, ricane et se moque de lui pour avoir fui leur dernière rencontre. Mais cette fois, Tama ne faiblit pas. Il sait au fond de lui que sa force actuelle ne suffira pas. N'ayant pas d'autre choix, Tama prend une décision qui va changer sa vie. Il choisit d'évoluer en un mastodonte complet, embrassant son pouvoir ultime pour sauver Aria. Tama, sous sa forme colossale, fait pleuvoir des flammes, s'attaquant furieusement au dragon en contrebas. Mais le monstre est trop rapide et s'élance vers l'avant, déchaînant son propre torrent de feu et enfonçant ses dents dans la gorge de Tama comme une clé brûlante. Les pupilles de Tama tremblent de douleur, mais cela faisait partie de son plan élaboré, car il savait que le dragon baisserait sa garde comme un imbécile une fois qu'il l'aurait laissé attaquer. Alors qu'elle mord, Tama riposte en sortant son tranchant de flamme, l'enfonçant dans son œil et le faisant éclater comme un ballon d'eau. Le dragon finit par s'effondrer, mais le mana de Tama s'épuise, le ramenant à sa forme de petite boule de poil. Il n'a pas le temps de s'attarder sur sa triste évolution, car il doit remettre l'œil de dragon à son maître. Il range donc rapidement l'œil de dragon dans son inventaire, déploie ses ailes de chauve-souris et s'envole pour le remettre à Eria. De retour dans leur maison, Eria est allongée, rafistolée, luttant pour sa survie. Vulcain est assis à ses côtés, les larmes aux yeux, tandis que le groupe assiste en silence à cette scène déchirante. Soudain, un bruit sourd à l'extérieur fait sursauter tout le monde. Cédric et Dany se précipitent dehors pour trouver le cadavre du dragon de terre et le minuscule échappement de Tama gisant sur le dragon ensanglanté. Cédric crie qu'il n'y a pas de temps pour les détails et ordonne à tout le monde d'attraper l'œil du dragon et de soigner Eria immédiatement. Pendant qu'il se dépêche, Tama prie silencieusement pour Eria, ignorant qu'elle est piégée dans un profond cauchemar. Dans son rêve, Eria voit son village en flammes, ravagé par la destruction. À l'âge de 13 ans, sa maison a été attaquée par des démons, à la recherche de la pierre philosophale, qui ont tué sans pitié tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Nous voyons alors la jeune Eria, terrorisée, tenter de s'enfuir mais tomber sur les démons et être si effrayée qu'elle se secoue. Alors qu'elle pensait que tout espoir était perdu, un chat élémentaire, semblable à Tama, est apparu et lui a sauvé la vie. Eria se réveille alors en sursaut, le souvenir du passé étant encore frais dans son esprit. Elle comprend alors pourquoi elle a toujours aimé les chats. Ses yeux se posent alors sur Tama, blottis contre elle, et elle ressent une vague de gratitude. Le lendemain matin, tout le monde est ravi de voir qu'Eria va mieux. Arnold, sous le coup de l'émotion, se met à pleurer de façon incontrôlée. Bien qu'elle soit hors de danger, la toxine est toujours présente dans son organisme, et Eria doit passer les prochains jours à se rétablir complètement. Plus tard dans la nuit, Tama s'aventure dans la forêt à la recherche de monstres pour tester ses compétences. Depuis son combat contre le dragon de terre, il s'interroge sur le fonctionnement de ses formes évolutives. Il a remarqué que sa forme colossale a disparu, mais qu'à sa place, il a acquis de nouvelles capacités grâce au dragon. Repérant un énorme monstre buffle, Tama décide de mettre en pratique les griffes et les crocs de dragon qu'il vient d'acquérir. Avec une efficacité rapide et brutale, le monstre est éliminé en quelques secondes, laissant Tama surpris par la force qu'il a acquise. Soudain, le bruit de pas léger attire l'attention de Tama. Une jeune fille sort de l'obscurité, ses vêtements en lambeaux et ses traits épurés contrastant avec son aura inquiétante. Ce qui est étrange, c'est qu'elle s'adresse directement à Tama, l'appelant le fort, comme si elle le connaissait. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est la façon dont elle croque l'une des pièces d'armure de Tama, comme si elle l'avait traquée. La femme demande alors pourquoi Tama est sous sa forme verbale, puis se lance dans une course-poursuite frénétique, criant à propos de son corps fort et tentant de l'attraper. Tama pousse des cris terrifiés et s'élance vers un petit trou, évitant de justesse les mains de la femme. Le comportement déséquilibré de la femme le fait complètement paniquer, mais il parvient à s'échapper. Il retourne ensuite auprès d'Aria, qui dort paisiblement et se blottit dans ses bras pour se réconforter, encore secoué par la rencontre. Alors qu'il s'endort, Tama ne peut s'empêcher de penser que cette folle lui est familière. Le lendemain, Aria habille Tama d'une jolie tenue en lin avec des froufrous, ce qui le rend tout à fait adorable. Ils partent tous les deux pique-niquer et Aria prépare des friandises, donnant à Tama des bails à grignoter. Alors qu'ils se détendent, Aria évoque le dragon de terre, rappelant qu'ils ont trouvé Tama battu et meurtri près de son cadavre.
Arya parle ensuite de son passé, demandant à Tama s'il se souvient de ses anciennes histoires. Elle raconte l'attaque des démons sur son village de Luminier, où un chat élémentaire lui a sauvé la vie. Le village a ensuite été sauvé par le Saint de l'Épée, qui a vaincu les démons à lui tout seul. Ce jour-là, Arya s'était jurée de devenir une guerrière puissante, laissant derrière elle sa mère et sa famille en promettant de revenir plus forte. Cependant, la voix d'Arya tremble lorsqu'elle admet qu'elle a l'impression d'être toujours sauvée, que ce soit par Vulcain, le groupe de Séfric ou Tama lui-même. Les larmes aux yeux, elle avoue que malgré son vœu de protéger ses camarades et son peuple, c'est elle qui a l'impression d'avoir toujours besoin d'être protégée. Tama se lève rapidement et réconforte Arya qui essuie ses larmes. Elle comprend ce qu'il essaie de lui dire, à savoir qu'elle ne devrait pas se sentir déprimée, car après tout, elle a vaincu Beryl elle-même et mérite un peu de reconnaissance. Plus tard, Arya et Tama rendent visite à Vulcain, qui leur révèle que l'armure commandée par Arya est prête. Arya a gagné une fortune en récompense de sa victoire sur Beryl et a vendu le butin des trolls que Tama a vaincu pour obtenir un peu plus d'argent. Elle a tout investi dans l'achat d'une armure de haute qualité. Bien qu'elle soit chère, Vulcain insiste sur le fait que sa sécurité n'a pas de prix. La nouvelle armure est à la fois mignonne et pratique, et Arya ne peut contenir son excitation. Elle sautille, ravie de la légèreté et du confort de l'armure. Vulcain explique ensuite chaque détail de la fabrication, mais Tama se contente de regarder tranquillement, admirant l'allure de sa maîtresse dans sa tenue de combat. Tous trois décident alors de partir en voyage pour tester l'armure en action. Alors qu'ils entrent dans un tunnel, l'atmosphère est tendue car cela fait longtemps qu'Arya ne s'est pas aventurée dans un tel endroit. Tama saute alors de son épaule et utilise sa bénédiction de roi lion pour lui accorder, ainsi qu'à Vulcain, la résistance au feu et à la glace, un geste qui fait bondir Arya, tant il est adorable. Bientôt, le groupe rencontre un ogre et Arya n'hésite pas. Elle fonce à une vitesse fulgurante, surprenant même Vulcain car elle n'a pas utilisé sa compétence. Et d'un coup précis, elle décapite la créature, ne lui laissant aucune chance de contre-attaquer. Arya célèbre son succès, louant l'armure et ses nouveaux couteaux aiguisés, mais leur moment de joie est de courte durée. Tama se fige soudain, sentant une présence inquiétante à proximité. De l'obscurité sort une femme effrayante qui marmonne à propos du destin et de sa quête pour trouver Tama. Arya lui demande confusément si elle est une aventurière perdue de la ruine, mais la femme nie connaître un tel endroit. Au lieu de cela, elle déclare être née des ténèbres et tendre désespérément la main à Tama. Vulcain suppose qu'elle est peut-être amnésique, mais ses propos deviennent de plus en plus bizarres. Elle se met à débiter des secrets qu'il vaut mieux ne pas révéler, puis choque tout le monde en demandant à Tama de la féconder. Arya reste calme et la repousse en disant fermement que Tama n'est qu'un petit chaton, alors que Tama est horrifiée et se cache dans les bras d'Arya pour être en sécurité. Voyant cela, la femme devient encore plus furieuse et accuse Arya d'avoir apprivoisé Tama et de l'avoir volée. Mais malgré cette étrange interaction, Arya reste compatissante et invite la femme à rejoindre leur groupe, estimant que c'est plus sûr que de la laisser seule, où elle pourrait finir comme esclave ou pire. Arya assure Tama qu'il sera protégé et la femme accepte à contre-séure, voyant là sa meilleure chance de rester proche de Tama. Sur le chemin du retour, je décide de donner un nom à la femme sauvage. La fille ne s'en soucie guère, mais Arya montre une étoile et suggère de l'appeler Stella, disant que cela signifie belle dans son pays d'origine. Voyant que même Tama aime le nom, la femme accepte de s'appeler Stella. Une fois à la maison, il commence la dure tâche de laver Stella. Elle demande avec impatience combien de temps cela va prendre, mais Arya est déterminée à la laver. Une fois la toilette terminée, Stella se sent très bien et se lève en s'émerveillant du morceau de pierre utilisé pour la nettoyer. Vulcain la corrige, expliquant qu'il s'agit de savon. Se laissant emporter, elle fait un boulet de canon dans la piscine et s'éclabousse comme une enfant excitée. Arya appelle alors Tama pour qu'il lui lave les petits pieds, et Stella, voyant cela, devient jalouse. Elle crie que ce n'est pas juste et demande à laver Tama elle-même, mais Arya refuse calmement, disant qu'elle seule, en tant que propriétaire, a ce privilège. Plus tard dans la nuit, Tama se réveille lorsque Stella l'appelle par télépathie. Il voit qu'elle le regarde d'un air effrayant. À sa grande surprise, ils communiquent par l'intermédiaire de leurs esprits. Stella lui rappelle comment il l'a massacré, ce qui trouble Tama jusqu'à ce qu'elle mentionne le labyrinthe. C'est alors qu'il réalise qu'elle est le dragon de terre réincarné. Stella explique alors qu'elle est née dans les ténèbres avec des capacités de rang S, invincible aux autres créatures jusqu'à ce que Tama la batte en lui crevant l'œil. Elle est alors renée et s'est réincarnée, comme Tama,
mais cette fois sous la forme d'une jeune fille fragile et en lambeaux. Alors qu'elle agonisait dans sa vie antérieure, elle fit le serment de retrouver Tama dans sa prochaine vie, et elle ne tarda pas à tenir sa promesse. Tama se tient courbé et nerveux, écoutant son histoire, et lui demande si elle est revenue pour se venger, mais elle révèle que ses intentions sont bien pires. Elle déclare alors calmement qu'elle s'est complètement soumise à lui et qu'elle n'a aucun intérêt à se battre, et à la place, elle avoue que tout ce qu'elle veut, c'est que son jus de chat se multiplie, laissant Tama complètement horrifiée. Elle avoue passionnément qu'il est le seul mal fort qu'elle ait jamais rencontré, et qu'elle est tombée éperdument amoureuse. Sans crier gare, Stella se jette sur Tama. Ses intentions sont claires comme de l'eau de roche. Mais juste à temps, Arya intervient, mettant Tama à l'abri et laissant Stella tremblante de honte dans un coin. Arya réprimande alors Stella, l'avertissant fermement de ne plus s'approcher de Tama, avant de retourner calmement au lit. Cependant, alors que Tama essaie de se calmer, il peut encore entendre les murmures inquiétants de Stella dans l'obscurité, promettant qu'elle trouvera un moyen de l'atteindre. Le lendemain matin, Arya a offert un petit déjeuner à Stella. En découvrant de la vraie nourriture pour la première fois, Stella perdit momentanément la tête, avant de retrouver rapidement son calme et de se plonger dans une autre conversation interne avec Tama. Après le petit déjeuner, Arya l'emmena se promener en ville, espérant que les paysages raviveraient les souvenirs que Stella prétendait avoir perdus. Cependant, la seule chose dont Stella se souvenait était l'image de Tama sautant dans ses gants d'or, ce qui, selon elle, était le seul mystère qu'elle voulait résoudre. Tama se rend alors compte qu'aux yeux de Stella, Arya est la plus forte des deux. Arya propose alors à Stella de devenir une aventurière afin de trouver un but. Pour l'aider à se préparer, elle a amené Stella à la boutique de Vulcain pour qu'elle s'occupe de ses canons d'intrigue. Arya et Vulcain étaient légèrement sceptiques quant au choix de Stella de s'habiller dans une tenue qui sortait d'un catalogue d'Almlefen, mais Stella adorait la façon dont la coupe ajustée gardait ses melons bien au chaud et en sécurité. Arya se mit alors en quête d'une arme convenable pour Stella. Stella, cependant, écarta cette préoccupation en montrant ses capacités de demi-dragon, qui révélaient qu'elle conservait encore une bonne partie de la force qu'elle avait acquise dans sa vie antérieure. Le groupe testa une variété d'armes jusqu'à ce que Stella opte pour un bouclier massif conçu pour les géants. Tama lui demanda alors pourquoi elle n'avait pas choisi une épée, et Stella lui expliqua que sa défaite contre lui avait appris l'importance de la défense. Satisfaite, elle associa le bouclier à une épée pour l'équilibre, et le groupe se rendit dans le donjon pour tester son nouvel équipement, Arya confiant à Tama le soin de la surveiller pendant le combat. Avant que Vulcain ne puisse élaborer une stratégie appropriée, Stella fonça et tomba sur 3 gobelins en train de déguster un repas en toute décontraction. Arya et Vulcain crièrent à Stella de se replier et de se regrouper avec Tama, mais Stella les ignora. Elle baissa son bouclier et son épée, libérant ses griffes de dragon pour déchiqueter 2 des gobelins en un clin d'œil. Le 3e gobelin lança une contre-attaque désespérée par derrière, mais Stella saisit son épée en plein élan et bannit la créature en enfer d'un seul coup. Arya et Vulcain restèrent figés, incrédules, paralysés par ce qu'ils venaient de voir. Pendant ce temps, Tama remarqua que Stella était revenue à la vie avec les mêmes capacités que celles qu'elle possédait dans son existence précédente. Comme il n'y avait plus de gobelins pour la défier, Stella devint de plus en plus ennuyeuse et déclara qu'elle voulait des ennemis plus forts. Le groupe décida alors de s'aventurer plus profondément dans le donjon, rencontrant finalement 2 ors. Stella ne tarda pas à frapper le premier ORC d'un coup de tonnerre contre le mur. Le second ORC hésita, regrettant manifestement sa décision d'attaquer, mais il était trop tard car Stella s'en débarrassa rapidement, laissant le couloir trempé dans les entrailles de ses ennemis. Enhardi, le groupe décide de s'enfoncer encore plus profondément dans le donjon. Ils finirent par arriver à une section infestée de blobs bactériens. Avant qu'Arya ne puisse l'avertir, Stella fonça tête baissée dans la bataille. Cependant, elle perdit rapidement confiance lorsque les tentacules du blob s'enroulèrent autour d'elle, lui donnant un frisson dans le dos. Tama, prompte à démontrer les conséquences de la sous-estimation de ses ennemis, souligna ce qui pourrait arriver à ses laitières si elle se faisait prendre. Cela poussa Stella à lancer une attaque téméraire, mais les blobs ripostèrent en saisissant son épée et en l'arrosant de jus d'amour poisseux. Un assaut inattendu fit perdre le contrôle à Stella et Arya et Vulcain se précipitèrent pour la sauver. Tama, cependant, sentit que le comportement erratique de Stella était lié à ses instincts de dragon. Utilisant son propre talent de tentacule, Tama maîtrisa les filles et les blops, puis libéra un puissant jet d'eau qui anéantit les blops, mettant fin au règne de terreur instauré par les créatures cultivées.
Après avoir retrouvé son calme, Stella se sentit humiliée par son moment de faiblesse. Théma la rassura gentiment en lui promettant de la protéger à l'avenir. Cette promesse sincère provoqua une nouvelle poussée des instincts de dragon de Stella, dont le corps réagit par une surabondance de bave de dragon. Résolue à apprendre de ses erreurs, Stella accepta les conseils de Vulcain, s'inclinant pour devenir plus forte et devenir un véritable atout pour l'équipe. Cette conversation lui rappela les aventures qu'elle avait vaincues dans sa vie antérieure, et elle se souvint à quel point ils avaient été redoutables lorsqu'ils travaillaient ensemble. L'idée d'atteindre le même niveau de force la remplit d'excitation et de détermination. C'est alors qu'Arya fut victime de ses propres pensées intrusives. Se tournant vers Théma, elle le supplia avec ferveur d'utiliser sa compétence tentaculaire sur ses canons à intrigue. Théma était complètement abasourdi, incapable de comprendre l'absurdité de cette requête. Mais avant même qu'il ait pu comprendre ce qui se passait, Arya commença à se débarrasser de son armure avec un abandon insouciant. Heureusement, Vulcain intervint juste à temps, réussissant à maîtriser Arya avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. Des mois plus tard, ils reprirent leur périple dans le donjon, à la recherche de leur prochaine proie malchanceuse. Après quelques délibérations, le groupe s'est arrêté pour élaborer une stratégie sur le rôle de Stella dans leurs manœuvres coordonnées. Compte tenu de sa force brute et de sa résistance, il fut décidé qu'elle serait l'avant-garde de l'équipe, servant à la fois de bouclier et d'exécutrice. Peu de temps après, ils rencontrèrent un groupe d'or. Stella s'avança immédiatement, brandissant son bouclier pour inciter les créatures à attaquer. L'un d'eux, poussé par une agressivité irréfléchie, s'élança vers elle, mais elle riposta d'un seul coup décisif qui lui trancha le bras. Alors qu'elle s'approchait pour achever la créature, l'ORC désespéré, désormais terrifié, se retourna et s'enfuit comme un cochon effrayé. Mais Stella n'allait pas le laisser s'échapper, et sans hésiter, elle le poursuivit avec une détermination implacable. Pendant ce temps, Tama activait sa capacité d'amélioration enchantée pour renforcer la sorcellerie d'Eria et de Vulcain, intensifiant par inadvertance l'obsession déjà naissante d'Eria pour son aubergine. Ensemble, ils détruisirent toutes les créatures qui se trouvaient sur leur chemin avant de tomber sur un bain de donjon serein. Sans hésiter, le groupe décida de se détendre. Ce qui s'ensuivit fut un véritable chaos pour Tama, qui luttait contre ses démons intérieurs tandis que les filles exhibaient effrontément leurs melons, repoussant les limites de son sang-froid. La situation s'est aggravée lorsqu'Eria, sans aucune honte, a installé Tama sur sa poitrine, affirmant que c'était l'endroit où il avait le droit de se détendre. Pour ne pas être en reste, Stella a pressé ses melons de dragon contre ceux d'Eria, déclenchant une compétition féroce pour savoir qui méritait vraiment l'attention de Tama. Stella, convaincue de l'infériorité d'Eria, déclara qu'elle pouvait chérir Tama bien mieux qu'elle. Eria, bien sûr, refuse de s'incliner et leur dispute atteint le point d'ébullition. Vulcain, pris au milieu du chaos, tenta une médiation. Elle proposa à Stella d'endosser le rôle d'épouse cadette de Tama, un compromis qui ne fit qu'attiser les flammes de leur dispute. Alors que la tension monte, la seule force de leur melon qui s'entrechoque projette Tama directement dans le plafond, le laissant remettre en question tous les choix de vie qui l'ont mené jusqu'à ce moment. Plus tard, le groupe est retourné à la guilde pour présenter Stella à Arnold. Mais avant de l'enregistrer officiellement en tant qu'aventurière, Arnold les présenta à un homme nommé Rhys, qui avait une requête unique. Il leur expliqua qu'il se préparait à un long voyage et qu'il avait besoin d'une équipe formidable pour protéger un bien précieux. Lorsqu'Eria s'enquit de la nature de l'objet, Rhys insista sur le fait qu'il n'était pas question d'en parler en public. Il les a ensuite conduits dans un entrepôt sécurisé, révélant que le mystérieux objet qu'ils devaient protéger n'était autre que la carcasse du dragon de Stella, ce qui a laissé cette dernière sous le choc. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.